Dans le silence des rues londoniennes assoupies, une lueur vacillante s'accroche aux vitres d'un salon où l'ombre et la vérité s'affrontent encore. Chaque mystère porte en lui le poids du secret et la fragilité des âmes. Et vous, d'où écoutez-vous cette histoire aujourd'hui? Quelle heure est-il chez vous, au moment où vous appuyez sur lecture? Dites-le moi en commentaire, car voici venir un récit où la plume se fait arme, où l'orgueil se déchire face à la vérité. Approchez sans crainte. La nuit s'ouvre et le mystère déploie son voile. Ce fut au cœur d'un de ces soirs d'hiver londoniens, où le brouillard s'était épaissi au point d'étouffer toute rumeur de la rue, que je me trouvais assis auprès du feu crépitant de Baker Street. Mon compagnon, accoudé à son fauteuil de velours, s'absorbait dans l'étude d'une vieille monographie sur les poisons orientaux, tandis que je relisais distraitement les épreuves d'un article médical destiné au Lancet. L'atmosphère était empreinte d'une quiétude presque domestique, qui contrastait avec les tumultes dont notre logis avait si souvent été le théâtre. Holmes, l'œil à demi fermé, paraissait indifférent au monde extérieur. Mais je savais d'expérience que son esprit ne cessait jamais de travailler, attendant qu'un incident vînt réveiller son énergie singulière. Soudain, un coup de sonnette, bref et impatient, retentit dans le vestibule. Je relevai la tête, surpris, car l'heure était avancée et nous n'attendions point de visiteurs. Holmes entr'ouvrit un œil et esquissa un sourire presque ironique. « Voilà, mon cher Watson, le signal que cette soirée tranquille n'avait pas vocation à rester telle, » dit-il. Je n'eus pas le temps de lui répondre que Mrs. Hudson introduisit un homme dont l'allure agitée rompait brusquement le calme de notre retraite. Le visiteur qui franchit le seuil était un gentleman d'âge mûr, dont la mise soignée trahissait néanmoins une certaine négligence née du trouble. Ses cheveux grisonnants, quoique bien peignés, semblaient en désordre, et son habit, de coupe distinguée, était propre, l'invita à prendre place. « Asseyez-vous, sœur Alastair. Vous êtes manifestement en proie à une agitation considérable. Permettez-moi d'écouter votre affaire avec toute l'attention requise. » Je notai que, malgré l'élégance de son langage, il avait perdu cette assurance professorale qu'on lui connaissait, et que la nervosité qui l'agitait semblait provenir de plus qu'un simple contretemps. Une fois assis, sœur Alastair joignit ses mains tremblantes comme pour rassembler son courage. Sa voix se fit d'abord hésitante, puis s'enhardit sous l'effet de l'urgence. « Messieurs, dit-il, je suis le dépositaire d'un trésor inestimable, un manuscrit qui, s'il venait à disparaître ou à être contesté, ruinerait ma carrière et mon honneur. Il s'agit d'un texte inédit, attribué à Lord Byron lui-même, confié à mes soins en vue d'une présentation officielle devant la Royal Society dans quelques jours. » À ces mots, je ne pus retenir un geste de surprise, car nul ne pouvait ignorer l'importance d'une telle découverte. Sœur Alastair poursuivit, la voix brisée. « Hélas, ce manuscrit, que je conservais dans un coffre scellé à mon domicile, s'est volatilisé. Ce matin encore, je l'avais consulté. Mais ce soir, en ouvrant le coffre, je l'ai trouvé vide. Aucun signe d'effraction, aucune trace de violence. La clé ne me quittait pas. Et pourtant, l'œuvre a disparu, comme si un esprit invisible s'était emparé d'elle. » Il se couvrit le visage de ses mains, et je sentis toute la gravité de son désarroi. Le scandale d'une telle perte, s'il venait à éclater, ternirait irrémédiablement son nom et éveillerait la suspicion d'une supercherie. Holmes demeurait impassible, le menton posé sur ses doigts croisés. Ses yeux gris fixaient l'homme avec une intensité qui paraissait le sonder jusqu'au fond de l'âme. Je compris alors que, pour mon ami, l'affaire n'était déjà plus un récit désespéré, mais une énigme qui exigeait résolution. Holmes se pencha légèrement en avant, et d'une voix... Le professeur hésita, puis répondit d'un ton bas. Oui, il portait une signature attribuée à Byron, ainsi qu'un filigrane ancien. Holmes esquissa un sourire imperceptible. Je reconnus là l'un de ces indices qu'il jugeait déterminants, bien que moi-même je n'y vis alors qu'un détail secondaire. Il se redressa soudain, tira une longue bouffée de sa pipe et déclara « Sœur Alastair, je crois que nous sommes en présence d'un mystère qui ne demande qu'à être éclairci. Mais avant de nous hâter à conclure, laissez-moi examiner certains points encore obscurs. » Après un instant de silence,
Holmes se leva et fit quelques pas dans la pièce, comme pour mesurer l'ampleur de l'affaire. « Watson, dit-il enfin, il me semble que cette soirée ne saurait se clore devant un simple feu de cheminée. Nous avons devant nous un problème singulier, où le prestige, l'honneur et l'érudition se trouvent entremêlés. » Je hochai la tête, sensible au mélange d'ironie et de gravité dans sa voix. « Croyez-moi, sœur Alastair, » ajouta Holmes, « il est préférable que cette énigme demeure encore confinée entre ces murs. Nous nous rendrons demain matin à votre domicile, afin d'observer par nous-mêmes ce coffre réputé inviolable. D'ici là, gardez le silence absolu. » Le professeur, soulagé, remercia mon ami avec chaleur. Quant à moi, je sentis que la tranquillité de Baker Street venait de céder la place à une aventure où les ombres allaient s'épaissir. La voiture cahotait dans les rues étroites, enveloppée d'un brouillard humide qui collait aux vitres comme un voile opaque. Londres paraissait assoupie, mais je sentais que, sous ce silence de plomb, une tension invisible pesait sur la ville. Holmes, à mes côtés, demeurait muet, les yeux fixés dans le vide, les doigts entrelacés sous son menton effilé. Sa concentration m'impressionnait toujours. Je savais que derrière ce masque immobile, son esprit tournait avec une rapidité inégalée. De temps à autre, il tirait de sa poche son carnet, y jetait un signe ou un chiffre à peine lisible, puis replongeait dans sa méditation. J'eus son cabinet. En franchissant le seuil, je perçus une atmosphère lourde, presque suffocante. Les rideaux tirés, les tapis épais, l'odeur mêlée de cire et de tabac. Tout respirait le confort, mais un confort altéré par une angoisse latente. Des ombres furtives passaient dans les couloirs. Une silhouette féminine s'éloigna précipitamment à notre approche, que je devinais être Miss Eleanor, la nièce dont Sir Alastair nous avait parlé. Holmes, impassible, salua d'un signe de tête le majordome et s'avança d'un pas ferme. Il semblait parfaitement à son aise dans ce décor imprégné de tension, comme un acteur qui prend possession de la scène avant que ne débute la pièce. Je remarquai déjà son regard glisser le long des corniches, s'attarder sur une pendule arrêtée, et noter en silence ce qui m'échappait encore. Je compris aussitôt que nous allions pénétrer dans un huis clos où chaque détail compterait. Sir Alastair, que nous retrouvâmes dans un état d'extrême agitation, nous mena aussitôt vers son bureau, pièce vaste aux parois couvertes de volumes reliés. L'air y était plus froid qu'ailleurs, comme si le feu dans la cheminée avait été volontairement négligé. La porte close, qu'il ouvrit avec une clé tremblante, révéla le fameux coffre, massif, en acier noirci, solidement ancré dans le mur. « Regardez, monsieur Holmes !» s'écria le professeur. « Pas la moindre marque d'effraction, et pourtant, le manuscrit a disparu. » Holmes s'agenouilla devant l'objet, observa la serrure, caressa du doigt les gonds et examina le panneau de métal à la lueur d'une lampe. Sa main passa sur les contours avec la délicatesse d'un pianiste effleurant son clavier. « Effectivement, Sir Alastair, » dit-il d'un ton mesuré, « aucune trace de violence. Ce coffre n'a pas été contraint. » Je notai que mon ami parut moins surpris que nous le pensions. Il fit lentement le tour de la pièce, ses yeux s'arrêtant sur le tapis, sur la bibliothèque et sur la fenêtre aux rideaux tirés. Je sentis une impatience croître en moi. Rien n'expliquait comment un manuscrit avait pu s'évanouir. « Cire, Watson, de la cire de bougie. Or, remarquez, aucun chandelier n'a été posé ici depuis longtemps. » Il ramassa ensuite un petit éclat rougeâtre, à peine visible sur le tapis. Voilà qui est intéressant, un fragment de cire colorée. Peu de bougies de ce genre circulent à Londres. Je fus frappé de son acuité. Pour moi, ce n'était qu'une poussière insignifiante. Puis son regard se fixa sur une plume brisée, abandonnée près d'un encrier. Sir Alastair affirma qu'elle ne lui appartenait pas et que son écritoire n'avait jamais présenté un tel objet. Holmes l'examina attentivement, comme s'il y lisait une signature invisible. Enfin, il se tourna vers la fenêtre, dont l'un des battants était légèrement entrouvert. Le froid s'engouffrait dans la pièce, mais aucune neige ni trace de boue ne souillait le tapis. Une fenêtre ouverte par une nuit glaciale, et pourtant aucun signe d'intrusion, dit-il à mi-voix. Voilà une contradiction qui mérite notre attention. Je demeurais interdit devant l'assemblage de ces indices hétéroclites. Cire, plume brisée, fenêtre entr'ouverte. Mais Holmes semblait y voir les pièces d'un puzzle encore inachevé.
Je remarquai dans ses yeux cette lueur vive, ce mélange d'ironie et d'excitation intellectuelle qui annonçait toujours une révélation future. Holmes demeura ensuite silencieux, les mains croisées derrière le dos, parcourant le bureau de long en large. Sir Alastair, nerveux, l'interrogeait du regard. Mais mon ami ne lui accordait qu'un bref signe de tête, comme pour lui intimer patience. Je le vis noter du bout de son doigt la poussière sur un rayonnage, examiner sans commentaire l'alignement des livres, puis mesurer du regard la distance entre le coffre et la fenêtre. Rien, pas même un grain de poussière déplacé, ne lui échappait. « Eh bien, Holmes ?» osai-je demander. Il me lança ce sourire énigmatique qui m'exaspérait parfois. « Mon cher Watson, il est encore trop tôt pour parler. L'affaire telle qu'elle se présente est d'un intérêt considérable. Mais une conclusion hâtive serait aussi dangereuse qu'un empressement presque excessif. » Ses yeux brillaient d'un éclat qui n'avait rien de serein. Il semblait tour à tour empressé et nerveux, comme s'il craignait de trop en dire. La seconde, Miss Eleanor, nièce du professeur, se tenait un peu en retrait. Sa grâce naturelle contrastait avec son visage fermé, où se lisait autant de réserve que de chagrin. Sa beauté était indéniable, mais voilée d'une gravité qui inspirait le respect autant que la compassion. Enfin, le dernier n'était autre que le docteur Mortlake, rival académique de Sir Alastair. Sa stature imposante, son regard perçant et son maintien hautain ne laissaient aucun doute sur l'animosité qu'il éprouvait pour son confrère. Son attitude trahissait une certitude presque arrogante. Holmes, installé près de la cheminée, observait la scène avec un calme ironique. Je compris qu'il considérait déjà chacun de ces visages comme une énigme distincte à résoudre. Ce fut Latham qui prit le premier la parole, son ton affable trahissant une volonté manifeste de se montrer irréprochable. « Quelle affaire tragique !» déclara-t-il avec emphase, « que la disparition de ce manuscrit. Moi-même, qui ai servi loyalement Sir Alastair pendant tant d'années, je ressens ce malheur comme une blessure personnelle. » Je notais que ces mots semblaient soigneusement pesés, mais Holmes fixait l'homme d'un regard trop attentif pour se laisser prendre à cette rhétorique. « Vous avez donc un attachement particulier à ce manuscrit ?» demanda Holmes. « Assurément, » répondit l'assistant. Je partageais l'enthousiasme du maître, et je m'apprêtais à l'assister dans sa présentation publique. Mais une tension imperceptible parcourut ses traits, et son regard s'assombrit. Je crus y percevoir une pointe d'envie, comme si l'éclat promis à Sir Alastair lui avait été arraché. Holmes nota d'un ton sec. On ne consacre tant d'ardeur à un autre que lorsqu'on espère secrètement partager sa gloire. Le jeune homme tressaillit à peine, mais assez pour que je comprenne que Holmes venait de toucher juste. Lorsque vint le tour de Miss Eleanor, je remarquai une émotion dans ses paroles. Peut-être de la crainte, peut-être du doute. Holmes, lui, ne la quittait pas du regard. « Votre loyauté envers Sir Alastair est manifeste, » observa-t-il. « Mais parfois, Miss Eleanor, la loyauté contraint à un silence douloureux. » Elle ne répondit pas, baissant seulement les yeux. Je sentis en elle une lutte intérieure que son calme apparent ne parvenait pas à masquer. Mon cœur s'attendrit, mais l'instinct d'Holmes, je le savais, percevait autre chose qu'une simple pudeur. Vint enfin le tour de Dr. Mortlake, qui n'avait cessé de se raidir dans son fauteuil, le visage fermé d'un mépris contenu. « Messieurs, » déclara-t-il avec une voix ferme, « je ne vois dans cette affaire qu'un pitoyable stratagème. Je connais Sir Alastair depuis 30 ans. Il a toujours cherché à se hausser par des découvertes sensationnelles, souvent douteuses. Qu'il ait perdu son manuscrit ne m'étonne guère. Je doute qu'il ait jamais existé. » Ces paroles tombèrent comme un couperet, et Sir Alastair, blême, se leva d'indignation. Mais Holmes leva la main avec calme. « Votre opinion est donc que ce manuscrit était une supercherie ?»« J'en suis convaincu, » répliqua Mortlake avec âpreté. Ce jugement, aussi tranchant qu'injuste peut-être, ne pouvait que renforcer le scandale si jamais il venait à se répandre. Je vis dans le regard de Holmes une étincelle d'intérêt, comme si cette hostilité outrancière recelait une clé insoupçonnée. Pour ma part, je ressentis une vive antipathie pour cet homme dont la froideur me semblait aussi brutale qu'inopportune. Pourtant, il fallait admettre que son assurance faisait planer un soupçon lourd de conséquences. Holmes, jusque-là silencieux,
croisa les jambes et d'une voix pleine de légèreté lâcha. « Quelle admirable diversité de sentiments, Watson. Voyez, ambition chez l'un, réserve douloureuse chez l'autre, et scepticisme féroce chez le troisième. Voilà qui constitue un éventail des passions humaines dignes d'un traité. Lestrade, présent à nos côtés, cette affaire n'avait rien d'un simple vol. L'ombre d'un mystère plus vaste planait, et je compris que notre enquête venait à peine de commencer. Lorsque nous regagnâmes le cabinet de Sir Alastair, celui-ci nous laissa seuls à la demande de Holmes, qui souhaitait un examen minutieux, sans distraction. La pièce s'emplit alors d'un silence presque oppressant, seulement troublé par le craquement discret des boiseries sous l'effet du froid. Je suivais mon compagnon d'un pas mesuré, mon regard glissant sur les rayonnages de livres poussiéreux et le bureau massif. Holmes avançait avec une lenteur calculée, ses yeux gris parcourant chaque recoin comme si les objets eux-mêmes devaient lui livrer leurs secrets. Son absence de parole renforçait ma propre tension, et je sentais dans cette atmosphère figée le poids d'un mystère prêt à éclater. Je me surpris à retenir ma respiration, craignant presque de troubler son observation méthodique. Car je savais que le moindre détail, fût-il invisible à mes yeux, pouvait devenir la clé de l'affaire pour Holmes. Ce fut lui qui brisa le silence d'une voix brève. « Voyez ici, Watson. » Je m'approchai et constatai qu'il désignait le bureau, à l'endroit où la lumière de la lampe révélait une auréole cireuse, parfaitement circulaire. « Une empreinte de bougie, » déclara-t-il. « Et pourtant, Sir Alastair n'en place jamais ici. » Je haussai les épaules, perplexe. Peut-être un hasard? Rien n'est hasard, mon cher ami. Lorsqu'un objet se trouve où il n'a pas lieu d'être, c'est qu'une volonté l'y a posé. Il passa délicatement le doigt sur la trace, puis observa l'alignement des papiers voisins. Je sentis mon intérêt redoubler. Si un intrus avait apporté une bougie, c'était pour voir quelque chose dans l'ombre, ou bien pour masquer sa propre action. Holmes ne dit rien de plus, mais ses yeux s'éclairèrent d'une lueur vive, signe qu'il entrevoyait déjà une direction où je n'apercevais encore qu'une énigme muette. En se déplaçant vers le tapis, Holmes s'accroupit soudain et pinça entre deux doigts un éclat minuscule. Je m'étonnais qu'un détail aussi infime pût revêtir une telle importance. Holmes, lui, l'enferma aussitôt dans une petite boîte métallique qu'il portait toujours sur lui. L'intrus a laissé ici une signature bien plus éloquente que s'il avait écrit son nom. Je demeurai songeur. Si un tel objet se révélait lié au vol, cela prouvait que le coupable avait agi avec préméditation, et non par opportunité. Mais je ne pouvais deviner quel lien reliait cette cire rouge au manuscrit disparu. Holmes, sans répondre à mes doutes, se redressa et poursuivit son inspection. Je le suivis, partagé entre fascination et frustration, conscient qu'il avançait déjà là où je restais prisonnier des apparences. Holmes gravit alors un petit escabeau et passa la main sur le dessus d'une armoire que nul ne songeait à nettoyer régulièrement. La poussière y formait une couche uniforme, sauf à un endroit rectangulaire où l'empreinte d'un objet déplacé demeurait nettement visible. « Regardez, Watson, » dit-il en me montrant la marque. Quelque chose de plat et de large reposait ici. Je compris aussitôt ce qu'il suggérait. Le manuscrit. Très probable, répondit-il avec un sourire énigmatique. Cela signifie qu'il a été posé là, puis retiré récemment. Cette découverte me frappa d'autant plus qu'elle insinuait une mise en scène. Car pourquoi placer un manuscrit précieux sur un meuble poussiéreux, sinon pour donner le change ou préparer une disparition soigneusement calculée? Holmes observa encore la régularité de l'empreinte, hocha la tête, puis descendit de l'escabeau sans un mot de plus. Je le suivais du regard, songeant que nous marchions sur une scène où chaque geste, chaque trace, avait été orchestré avec une habileté troublante. Holmes demeura ensuite pensif, se tenant immobile au centre de la pièce, les mains croisées derrière le dos. Ses yeux erraient d'un indice à l'autre. La trace de bougie, l'éclat de cire rouge, l'empreinte dans la poussière. « Étrange, » murmura-t-il. « Voilà des détails qui, pris isolément, pourraient paraître insignifiants. Mais réunis, ils forment un langage. L'objet n'a pas été arraché par surprise, mais déplacé avec soin, et chaque indice semble disposé pour égarer l'esprit non averti.
Je restai interdit devant cette affirmation. Vous insinuez donc, dis-je, que nous sommes les spectateurs d'une mise en scène? Holmes inclina la tête. Précisément, Watson. Et plus la mise en scène est soignée, plus l'esprit qui l'a conçue doit être rusé. Ce n'est pas un vulgaire voleur que nous cherchons, mais une intelligence calculatrice. Ces paroles me glacèrent, car si l'adversaire était réellement aussi habile, notre enquête promettait d'être plus complexe que tout ce que j'avais imaginé. Je sentais que nous n'avions encore effleuré que la surface d'un mystère dont les profondeurs demeuraient insondables. À peine le jour s'était-il levé que l'agitation régnait déjà dans la demeure de Sir Alastair. Lestrade, arrivé en toute hâte avec 2 agents, avait fait irruption dans la chambre de l'assistant, Monsieur Latham, dont la pâleur trahissait une inquiétude grandissante. Dans un coin de la pièce, soigneusement dissimulé derrière une pile de cahiers, furent découvertes plusieurs feuilles arrachées, couvertes d'une écriture nerveuse et irrégulière. « Voilà la preuve irréfutable !» s'exclama Lestrade avec son assurance coutumière. « Pas besoin de chercher plus loin, voici notre coupable. » Latham protesta avec véhémence, mais ses dénégations se perdirent dans l'autorité tranchante du détective officiel. Sir Alastair, tremblant de colère et de consternation, vit son jeune collaborateur être menotté sous ses yeux. Je tentai d'intervenir, mais Holmes m'arrêta d'un geste discret. Il observait la scène sans mot dire, ses yeux fixés non sur le prisonnier, mais sur les feuillets suspects. Son calme contrastait avec la précipitation des autres, et je compris qu'il n'adhérait point à cette solution trop commode. Pourtant, il ne souffla mot, et se contenta de suivre la troupe vers le salon, où l'on allait examiner les pièces compromettantes. Dans le salon, Lestrade étala triomphalement les feuillets sur la table. Les caractères manuscrits, bien qu'imparfaits, et Holmes, toujours silencieux, prit l'un des feuillets entre ses doigts, l'examina contre la lumière, et le reposa sans commentaire. Je crus deviner un léger sourire au coin de ses lèvres, imperceptible pour qui n'était pas habitué à ces subtiles manifestations d'esprit. Latham, désespéré, s'écria « Je jure sur mon honneur que je n'ai jamais touché à ces pages. Quelqu'un les a placées là pour me perdre. » Ces protestations résonnèrent dans l'air pesant, mais nul ne semblait les entendre. Tous ne voyaient plus qu'un coupable désigné. Lestrade, campé sur ses certitudes, bombait le torse comme un général victorieux. « Avouez, Holmes, dit-il avec un sourire goguenard, que Scotland Yard n'a point besoin de vos subtilités cette fois. L'affaire est aussi claire qu'une vitre bien lavée. » Holmes leva vers lui un regard indolent, comme si la conversation l'ennuyait. « Votre zèle vous honore, Lestrade, répondit-il doucement. Mais parfois, une vitre que l'on croit limpide révèle, sous la lumière, des traces insoupçonnées. » Le détective officiel haussa les épaules avec impatience. « Toujours vos énigmes, Holmes. Moi, je préfère les faits tangibles. Les preuves sont là, et le coupable aussi. » Je perçus la satisfaction d'un homme qui croyait avoir clos le dossier. Mais je savais que mon ami ne se laisserait pas si facilement convaincre. Il observait déjà, avec son implacable logique, les fissures invisibles de ce raisonnement hâtif. Holmes reprit l'un des feuillets et l'examina de nouveau avec une minutie qui me parut exaspérante dans ce moment tendu. Il entordit légèrement le coin, humecta le papier du bout de la langue et observa sa réaction. « Intéressant, » murmura-t-il. « Eh bien, Holmes, » lança Lestrade, impatient. « Le papier, mon cher, n'a rien de l'âge que vous lui prêtez. Voyez, la fibre est trop souple, la texture trop récente. Quant à l'encre, elle a séché trop uniformément pour appartenir à une époque reculée. » Il prit une seconde feuille et en scruta l'écriture. Ajoutez à cela que cette imitation grossière de la main de Byron manque. Alastair pâlit davantage, tandis que Latham releva la tête avec un espoir nouveau. « Je vous l'avais dit !» s'exclama-t-il. Holmes poursuivit. « Ces pages ont été conçues pour détourner notre attention et accabler cet homme. La véritable question n'est donc pas de savoir ce que Latham a fait, mais qui avait intérêt à le compromettre. » Un silence pesant suivit ces paroles. Je sentis que l'édifice de certitude de Lestrade venait de s'effondrer d'un seul coup et que nous nous trouvions désormais face à une énigme bien plus subtile. Lestrade tapa du pied, rouge de colère. « Toujours vos subtilités, Holmes. Vous compliquez ce qui est simple et vous niez ce qui saute aux yeux. » Sir Alastair, lui,
paraissait perdu, partagé entre l'horreur d'une machination et le soulagement de voir son assistant provisoirement sauvé. Je notais la confusion générale, et plus encore l'impuissance de Scotland Yard face à l'assurance tranquille de mon ami. Holmes, debout près de la fenêtre, tirait paisiblement sur sa pipe, comme si le tumulte n'était qu'un léger contretemps. « Les apparences, Lestrade, dit-il enfin, sont comme un miroir déformant. Elles séduisent l'œil pressé et égarent la raison. » Je compris alors que l'affaire venait de franchir un seuil décisif. Il ne s'agissait plus seulement d'un vol mystérieux, mais d'un complot ourdi avec intelligence. Et l'adversaire que nous poursuivions s'annonçait bien plus redoutable que nous ne l'avions d'abord soupçonné. Ce fut sous le manteau d'une nuit lourde et muette que Holmes m'entraîna hors de Baker Street. Il m'avait à peine donné quelques explications, se contentant d'indiquer que nos pas devaient nous mener vers un lieu où la vérité, encore dissimulée, risquait de se dévoiler par fragments. Je suivais mon compagnon dans le froid piquant, son manteau sombre se détachant à peine de l'obscurité. Londres paraissait endormie, mais un silence inquiet planait sur ces rues désertes. Les rares fiacres s'enfonçaient dans le brouillard, leurs lanternes semblables à des feux follets vacillants. Je ne pus m'empêcher de songer que notre entreprise avait des... Ces paroles énigmatiques accrurent ma curiosité. J'ignorais encore quel rôle Mortlake pouvait jouer dans l'affaire, mais la détermination de Holmes me persuadait qu'un fil, invisible à mes yeux, le rattachait à l'énigme du manuscrit disparu. Après une longue marche, nous atteignîmes l'enceinte sévère du collège, où le docteur Mortlake exerçait son magistère. Les murs de pierre grise se dressaient dans l'ombre, imposants, tandis que les grilles semblaient veiller jalousement sur leurs secrets. Holmes m'indiqua de suivre ses pas avec prudence. Nous franchîmes la grille sans bruit et progressâmes dans les jardins assombris. Le vent faisait frémir les branches dénudées des arbres, qui bruissaient comme des chuchotements. Chaque craquement du gravier sous nos pas me paraissait un aveu indiscret. Holmes s'arrêta soudain, baissant la tête. Une fenêtre, à demi éclairée, laissait filtrer un halo vacillant. Là, Watson. L'homme que nous cherchons ne dort pas. Nous nous approchâmes avec précaution, retenant notre souffle. L'air glacé, saturé d'humidité, me donnait l'impression d'être au seuil d'un secret jalousement gardé. Holmes, impassible, posa une main ferme sur mon bras. « N'avancez plus, observons d'abord. » Je suivis son regard et perçus dans la lumière faible une silhouette en mouvement. Mortlake se tenait dans la salle, occupé à un labeur clandestin qui semblait absorber toute son attention. Le mystère s'épaississait autour de nous. Mortlake, une lanterne à la main, s'affairait autour d'une grande table chargée de documents poussiéreux. Ses gestes étaient précipités, presque fébriles, comme s'il craignait d'être surpris. Holmes m'indiqua de rester en retrait et se glissa silencieusement vers l'ouverture. Je pus alors distinguer le visage de notre homme, crispé, marqué par une nervosité qui contrastait avec son assurance hautaine de la veille. Il déplaçait de vieux volumes, en tirait des liasses de papier qu'il examinait à la lumière tremblante de sa lanterne. Ses lèvres remuaient parfois, comme s'il parlait seul. Holmes m'adressa un signe trouble. Holmes s'approcha de la table et souleva quelques-uns des feuillets que Mortlake avait maladroitement dissimulés. Il les parcourut rapidement, puis les reposa avec un léger sourire. « Point de Byron ici, » dit-il. Ces pages traitent d'anciens traités scolaires, d'une valeur certaine pour un érudit, mais d'aucun rapport avec le manuscrit disparu. Mortlake, reprenant contenance, répliqua avec acrimonie. « Je n'ai rien à cacher. Ces documents appartiennent à la bibliothèque du collège, et je les étudie pour mes travaux. » Holmes l'inclina poliment de la tête. « Soit, mais votre empressement nocturne, vos gestes fébriles, tout cela prête à réflexion. Un homme qui agite ainsi nourrit une inquiétude qui dépasse la simple curiosité académique. » Je compris alors que Mortlake poursuivait un autre but, indépendant du manuscrit. Mais lequel? Holmes, sans l'accuser directement, venait de mettre en lumière une divergence capitale. L'ennemi déclaré de Sir Alastair ne cherchait pas à le discréditer par ce vol. Il cherchait autre chose, peut-être un secret lié de plus près à la maison Penworth. Je sentis que nous venions de lever un coin du voile, mais que la lumière ainsi révélée projetait d'autres ombres plus profondes. Pris sur le fait, Mortlake ne put contenir sa colère. Ses yeux lançaient des éclairs, et sa voix s'emplit d'un mépris rageur.
Vous croyez m'intimider, Holmes, mais vous ignorez ce que recèle cette affaire. Il existe une vérité cachée, plus redoutable que vos suppositions. Je me penchai vers Holmes, intrigué par ces mots, mais mon ami demeura calme. Une vérité cachée, dites-vous. Voilà qui me plaît. Mais souvenez-vous, docteur, la vérité a le fâcheux pouvoir de se révéler aux yeux de ceux qui savent regarder. Mortlake se mordit les lèvres et détourna le regard. Ces paroles énigmatiques résonnaient encore dans mon esprit, comme une promesse de révélations à venir. Mais je savais que rien ne sortirait de plus de sa bouche ce soir-là. Holmes, d'un geste bref, m'invita à quitter les lieux. Je demeurai troublé. Parce que, répondit-il avec gravité, ce mystère ne se joue pas dans les bibliothèques ni dans les amphithéâtres. Son centre est plus intime, plus brûlant. Il se trouve au cœur même de la maison Penworth. Ces paroles résonnèrent comme un verdict. Je compris que le voile du mystère ne se déchirerait pas par des querelles académiques, mais par la révélation d'un secret enfoui au sein de la famille elle-même. Holmes, d'une habileté toute particulière, parvint à obtenir un entretien avec Miss Eleanor, loin de l'agitation de la maison Penworth. La jeune femme, que j'avais toujours vue entourée des regards vigilants du professeur et des serviteurs, se laissa convaincre de se retirer avec nous dans un petit salon discret. Holmes s'installa face à elle, et moi légèrement en retrait, afin de ne point troubler leur échange. La demoiselle paraissait agitée. Ses mains fines jouaient nerveusement avec un mouchoir, et ses yeux brillaient d'une inquiétude qu'elle peinait à contenir. Holmes, au contraire, semblait tout entier absorbé dans l'art subtil de l'écoute. « Vous avez quelque chose à dire, Miss Penworth, » dit-il d'un ton mesuré. « Sachez que tout ce que vous confierez ici demeurera entre nous. » La jeune femme baissa la tête, hésita longuement, puis la releva avec un courage mêlé d'appréhension. Je ne devrais point parler, mais je ne pus garder ce poids plus longtemps. Ces mots éveillèrent en moi une tension nouvelle. Je pressentais que cette conversation allait ouvrir un pan de l'énigme que nous n'avions pas encore soupçonné. Elle parla d'abord d'une voix basse, presque étouffée, comme si les murs eux-mêmes pouvaient trahir ses paroles. « Plus d'une fois, reprit-elle, j'ai vu mon oncle se lever au milieu de la nuit, une lampe à la main. Je l'ai surpris penché sur son bureau, écrivant sur les feuillets qu'il prétendait anciens. Je crus mal entendre. Vous voulez dire, Miss Eleanor, que le professeur écrivait lui-même sur ses pages » m'exclamai-je. Elle hocha doucement la tête, sans détourner ses yeux pleins de détresse. « Oui, docteur. Son attitude était celle d'un homme fiévreux, soigneusement élaboré. » Un silence pesant suivit sa confession. Je la regardais, stupéfait, incapable d'articuler une parole. Holmes, lui, fronça imperceptiblement les sourcils, comme si cette révélation ne l'étonnait guère. « Vous pensez, continua-t-elle, qu'il ait voulu sauver ainsi son prestige académique, peut-être au prix de son honneur. Sa carrière, ses années de gloire, tout semblait menacé. Je l'ai vu trembler en écrivant, comme un homme qui lutte contre son propre désespoir. Je sentis l'ombre du doute se répandre en moi. Et si, en effet, ce manuscrit n'était qu'une supercherie? Toute l'affaire changeait alors de nature. Ce n'était plus seulement un vol mystérieux, mais la dissimulation d'une fraude qui, une fois dévoilée, anéantirait la réputation d'un érudit respecté. Holmes demeurait pensif, ses doigts joints devant lui. Son silence pesait autant que les révélations de la jeune femme. Eleanor se couvrit le visage de ses mains et laissa échapper un sanglot étouffé. « Je l'aime comme un père, » confia-t-elle. « Mais que faire si l'homme que j'admire a commis cette imposture? Dois-je protéger son honneur ou laisser la vérité éclater et voir le nom des Penworth sombrer dans la honte ?» Sa voix vibrait d'un désespoir sincère. Je fus ému de cette lutte intérieure entre l'affection et la loyauté filiale d'un côté, et la rigueur implacable de la vérité de l'autre. Holmes se pencha légèrement vers elle. « Mademoiselle, » dit-il avec une douceur rare, « la vérité a ses droits, mais l'humanité a ses ménagements. Nous chercherons à résoudre ce dilemme sans vous faire porter un fardeau plus lourd que vous ne le supportez déjà. » Elle releva vers lui un regard empreint de gratitude et de crainte mêlées. Je compris alors combien ce secret la consumait depuis des jours, et combien elle redoutait de voir le scandale éclater. Holmes garda un long moment le silence, ses yeux fixés sur la jeune femme avec une intensité presque insoutenable. On eût dit qu'il cherchait à lire au-delà de ses paroles,
jusque dans les replis de sa conscience. Vous êtes simple. Éléanore, confuse, baissa de nouveau la tête. Dois-je comprendre, monsieur, que mon oncle est perdu? Demanda-t-elle dans un souffle. Holmes répondit d'un ton grave mais mesuré. Non, mademoiselle, rien n'est encore décidé. Le destin d'un homme dépend parfois d'un seul détail, et ce détail, je me suis promis de le trouver. Ces paroles, à la fois rassurantes et énigmatiques, laissèrent flotter dans la pièce une tension nouvelle. Lorsque nous quittâmes la pièce, Holmes resta silencieux jusqu'à ce que nous regagnions Baker Street. Là, il s'assit devant la cheminée et alluma sa pipe, le regard perdu dans la flamme. « Watson, dit-il enfin, nous ne poursuivons plus un simple voleur. Ce que nous tenons est une toile plus complexe, une fraude intellectuelle, mêlée à un chantage sournois, enveloppé dans le secret d'une famille. » Je demeurai frappé par la gravité de son ton. « Alors, Holmes, l'affaire est plus sombre encore que je ne l'imaginais. » « Exactement. Et souvenez-vous, mon cher ami, qu'il est parfois plus difficile de démasquer un mensonge forgé par l'orgueil que de surprendre un crime commis par cupidité. » Ces mots conclurent notre entretien. Je sentis que le mystère s'était épaissi. Ce n'était plus seulement le manuscrit disparu que nous devions retrouver, mais l'âme même d'un érudit que nous devions juger. Ce fut dans le vaste salon de Sir Alastair que Holmes, après plusieurs jours de préparation silencieuse, convoqua l'ensemble des protagonistes. La pièce, jadis temple du savoir et des discussions érudites, se trouva soudain transformée en tribunal improvisé. La lampe jetait une lumière blafarde sur les visages tendus. Sir Alastair, grave et affaissé, Miss Éléanore, pâle et résignée, Mortlake, méfiant, Latham, nerveux, oscillant entre l'arrogance et la peur, et enfin Lestrade, campé dans son rôle d'observateur officiel, bien qu'il semblât déjà déconcerté par les méthodes de mon ami. Holmes, debout près de la cheminée, la silhouette droite, incarnait l'autorité froide du juge et du stratège. Soulagement mêlé d'effroi. Éléanore poussa un soupir d'incrédulité. Mortlake fronça les sourcils, jaloux déjà de l'importance qu'allait reprendre son rival. Lestrade, satisfait, lança un regard triomphant à l'assistance. Mais c'est Latham que j'observais le plus attentivement. Ses yeux s'écarquillèrent, une lueur avide les traversa, et son corps se tendit comme celui d'un animal prêt à bondir. Holmes, impassible, continuait de tenir le paquet, sans rien révéler de son contenu. « Ce document, reprit-il, sera restitué à qui de droit. Mais avant cela, j'attends que la vérité se manifeste d'elle-même. » Un silence lourd s'installa de nouveau. Je sentais que le piège venait de se refermer, et qu'un geste irréfléchi allait trahir le véritable coupable. Le visage blême, Latham se tortillait sur sa chaise. Ses mains, qu'il essayait de maintenir immobiles, trahissaient son agitation par de petits mouvements nerveux. Ses yeux ne quittaient pas le paquet que Holmes tenait, et son souffle court trahissait l'avidité fébrile d'un homme qui voit l'objet de ses convoitises à portée de main. Holmes l'observait avec la froide patience du chasseur guettant sa proie. Chaque geste de Latham, chaque clignement de paupières semblait le rapprocher du moment fatal. « Vous êtes bien pâle, monsieur Latham », fit remarquer Holmes avec une ironie glacée. « Le retour du manuscrit devrait pourtant vous réjouir. » L'assistant balbutia une réponse inaudible, ses lèvres tremblant d'une anxiété mal contenue. Je sentis dans la pièce un souffle d'expectative, comme si tous retenaient leur respiration. Holmes, toujours maître de la situation, fit mine d'avancer vers la table, tenant le paquet à bout de bras. « Voici, messieurs, l'objet tant disputé. » Latham eut un mouvement irrépressible vers l'avant, que je notai avec stupeur. Ce n'était plus seulement de la nervosité, c'était l'instinct d'un homme qui se croit sur le point de posséder ce qu'il a trahi pour obtenir. Lorsque Holmes tendit légèrement le paquet vers Latham, ce dernier ne put. Holmes ne jugea pas utile de répondre. Le piège avait fonctionné. En trahissant son avidité, l'assistant s'était lui-même désigné comme l'un des acteurs essentiels de la machination. Le silence pesant de l'assistance soulignait la gravité de ce dévoilement. Alors que Lestrade s'apprêtait à proclamer son triomphe, Holmes leva la main pour imposer le silence. Son regard, désormais tourné vers Sir Alastair,
se fit d'une gravité inhabituelle. « Mes amis, dit-il, il est temps de lever le dernier voile. Ce manuscrit que vous voyez ici n'est qu'un leurre. L'original n'existe plus. » Un murmure d'incrédulité parcourut la pièce. Holmes poursuivit, implacable. « Ce n'est pas Latham qui l'a détruit, c'est Sir Alastair lui-même. Dans un accès de désespoir, redoutant d'être découvert, il a réduit en cendres son œuvre frauduleuse. » Le professeur blême chancela. Eleanor poussa un cri étouffé, tandis que Mortlake laissait échapper un ricanement amer. « Oui, » reprit Holmes, « l'imposture eût été trop vite éventée. Sir Alastair a préféré détruire sa propre création plutôt que de subir l'opprobre public. Mais Latham, connaissant le secret, voulut tirer parti de cette faiblesse en feignant d'attendre un gain du manuscrit. La vérité éclata comme un coup de tonnerre. Le professeur s'effondra dans son fauteuil, accablé, incapable de protester. Un silence glacé s'abattit alors sur la pièce. Chacun semblait saisi par l'ampleur du drame. Ce n'était plus l'histoire d'un vol ordinaire, mais celle d'un érudit qui, par orgueil, avait bâti sa propre ruine. Miss Eleanor, les larmes aux yeux, serra son mouchoir entre ses doigts tremblants. Mortlake savourait sa revanche muette, et Lestrade confus baissait les yeux, conscient d'avoir encore été dépassé par la clairvoyance de Holmes. Quant à Latham, il se tenait immobile, tel un homme dont les ambitions s'étaient soudain changées en chaînes invisibles. Je regardais mon ami. Il se tenait droit, calme, presque mélancolique. Sa voix ronde avait l'air d'un magistrat prêt à prononcer un jugement irrévocable. Je le connaissais assez pour deviner que son raisonnement était achevé et que la vérité allait se déployer sans échappatoire. Lestrade, assis sur le bord de sa chaise, ne dissimulait pas son impatience. Mortlake, hautain mais troublé, fixait Holmes avec hostilité. Eleanor, pâle et tremblante, tenait un mouchoir froissé, et Latham, nerveux, évitait soigneusement les regards. Quant à Sir Alastair, il paraissait un condamné attendant sa sentence. Le silence devint presque insoutenable, jusqu'à ce que Holmes se raclât la gorge, brisant l'attente. Holmes sortit de sa poche quelques fragments soigneusement préservés. Ce n'était pas le manuscrit tant recherché, mais des morceaux de papier roussi, vestiges du document détruit. « Voici, » déclara-t-il, « ce qu'il reste du prétendu trésor de Lord Byron. Or, ces pages n'émanent point du grand poète. Elles furent composées de toutes pièces par un autre esprit, celui de Sir Alastair Penworth lui-même. » Un cri étouffé échappa à Eleanor, tandis que le professeur porta ses mains tremblantes à son visage. « L'encre, » poursuivit Holmes, « est moderne. Le papier, quoique jauni artificiellement, provient d'un fournisseur de Londres, comme j'ai pu l'établir. Quant au style, il trahit davantage l'érudition compassée de notre savant que le souffle romantique de Byron. » Lestrade laissa échapper un sifflement incrédule. Mortlake, lui, esquissa un sourire amer, comme satisfait de voir son rival abaissé. Holmes continua, implacable. Sir Alastair, acculé par le déclin de sa réputation, a cherché à s'assurer une gloire posthume en fabriquant un manuscrit apocryphe. Mais son œuvre, loin de l'élever, l'a précipité dans l'abîme. La vérité résonna dans la pièce avec une brutalité glaciale. Holmes se tourna alors vers l'assistant, qui se ratatinait sur sa chaise. « Quant à vous, monsieur Latham, vous avez découvert la fraude. Peut-être par indiscrétion, peut-être par hasard. Mais je vis les traits de Sir Alastair se tordre de douleur, comme frappé par ce coup supplémentaire. Latham, lui, s'effondrait peu à peu, écrasé par la logique implacable de Holmes. Vous êtes l'exemple parfait, conclut mon ami, de l'homme faible qui, au lieu de dénoncer une imposture, choisit de se salir lui-même pour en profiter. » Le silence qui suivit condamna plus sûrement que nulle prison. Holmes se tourna alors vers la jeune femme, dont les yeux se remplirent de larmes. « Quant à vous, mademoiselle, » dit-il avec une gravité presque douce, « votre rôle fut celui du cœur. Vous n'avez point conspiré, mais vous avez voulu protéger votre oncle. » Eleanor secoua la tête, sanglotant. « J'ai seulement effacé des traces. Je craignais qu'on ne découvre la vérité trop tôt. » Holmes inclina la tête. « En cherchant à préserver l'honneur de votre famille,
Vous avez brouillé certains indices, pensant détourner nos soupçons. Votre loyauté est compréhensible, mais elle a failli nous égarer. Je fus frappé par la compassion de mon ami, rare en de pareilles circonstances. Éléanore cachait son visage, déchiré entre l'amour filial et la honte d'avoir couvert une imposture. Holmes ajouta doucement. « Ne vous jugez pas trop sévèrement, mademoiselle. Votre silence, bien que malheureux, fut inspiré par la fidélité, non par l'avidité. Et cela fait toute la différence. » Un sanglot la secoua, et elle demeura muette. Je sentis que la révélation, loin d'alléger son cœur, ne faisait qu'alourdir sa peine. Holmes se tourna alors vers Mortlake, qui affichait un air de triomphe contenu. « Quant à vous, docteur, vous êtes sans doute le plus surpris d'être lavé de tout soupçon. Votre avidité intellectuelle est réelle, votre jalousie également. Mais vous n'avez rien à voir avec la disparition du manuscrit. » Mortlake fronça les sourcils. « Vous me croyez donc innocent ?» Holmes esquissa un sourire ironique. « Innocent de ce crime, oui. Coupable d'arrogance, sans aucun doute. Votre présence nocturne dans votre collège n'était motivée que par vos propres recherches. »« Vrai, » cria-t-il enfin. « Tout est vrai. J'ai voulu sauver mon nom, ma carrière, mon prestige. J'ai forgé de mes propres mains ce que je n'ai pu découvrir dans mes recherches. Mais la honte me rongeait déjà, et je l'ai détruit avant qu'il ne fût dévoilé. » Un silence accablant accueillit ces paroles. Éléanore pleurait à chaudes larmes. Latham tremblait. Mortlake savourait sa victoire. Et Lestrade lui-même paraissait frappé de stupeur. Holmes demeura grave. « Votre faute, Sir Alastair, n'est pas d'avoir échoué dans vos travaux, mais d'avoir préféré le mensonge à l'humilité. » Le professeur s'affaissa dans son fauteuil, anéanti. Ainsi s'achevait l'aveu, scellant à jamais la chute d'un érudit jadis respecté. Après l'aveu de Sir Alastair, un silence pesant tomba sur la demeure. On n'entendait plus que le tic-tac monotone d'une horloge ancienne, dont le battement régulier semblait mesurer le poids de la honte qui venait de s'abattre sur cette maison. Nul n'osait rompre ce mutisme, comme si chacun redoutait que le moindre mot ne vienne aggraver l'abîme ouvert par la confession du professeur. Holmes demeurait immobile, ses traits graves, ses yeux fixés sur les braises mourantes de la cheminée. Pour ma part, je ressentais une étrange impression de vide. La vérité, tant attendue, nous avait été livrée, mais elle n'apportait ni triomphe ni satisfaction, seulement une lourde désolation. Éléanore, repliée sur elle-même, retenait ses sanglots. Latham paraissait accablé par son propre rôle dans le drame. Et Mortlake, bien que libéré de tout soupçon, ne trouvait aucun éclat dans une victoire si amère. Même Lestrade, d'ordinaire prompte à remplir le silence de ses jugements péremptoires, restait coi, comme frappé par la gravité des événements. Ainsi, le salon, jadis théâtre des illusions de grandeur, n'était plus qu'un tombeau moral, où chacun méditait en silence sur la vanité de l'orgueil humain. Je contemplais alors Sir Alastair, assis, brisé, le visage enfoui dans ses mains tremblantes. Je me rappelais les récits que j'avais entendus sur ses succès passés, ses conférences brillantes, sa parole respectée au sein des cercles savants. Et pourtant, l'image que j'avais sous les yeux effaçait tout, celle d'un homme vaincu non par un adversaire extérieur, mais par sa propre ambition démesurée. Holmes, d'une voix douce mais ferme, laissa tomber ces mots. La science, Sir Alastair, ne réclame pas la gloire de ses serviteurs, mais leur honnêteté. Vous avez voulu offrir un éclat postiche au monde, et ce faux éclat a consumé votre dignité plus sûrement qu'un incendie. Le professeur ne répondit pas. Son silence pesait davantage qu'un plaidoyer. Je crus voir dans ses yeux rougis la conscience amère qu'aucune réhabilitation ne viendrait réparer la perte de son honneur. Peu à peu, la soirée s'acheva. Chacun des protagonistes quitta la maison avec un fardeau personnel que nul ne pouvait partager. Latham sortit le premier, le visage blême, réduit au silence. Humilié par son imprudence et sa cupidité, il n'était plus l'assistant ambitieux, mais un homme marqué par la honte d'avoir voulu profiter de la faute de son maître. Je l'entendis murmurer une excuse vaine, que personne n'écouta. Éléanore suivit, soutenue par ma main bienveillante. Son regard, noyé de larmes, me brisa le cœur. Elle emportait avec elle non seulement la douleur d'avoir vu s'écrouler la figure paternelle qu'elle aimait,
mais aussi le poids d'une vérité qu'elle avait tenté d'ensevelir par fidélité. Je songeais qu'aucune compassion ne saurait effacer sitôt ce chagrin. Mortlake, enfin, quitta la pièce d'un pas sec. Son amertume se lisait dans ses traits contractés. Il avait gagné sa revanche intellectuelle, mais le goût en était si amer qu'il en paraissait plus accablé qu'heureux. Lorsque la porte se referma derrière lui, il ne resta que Holmes, moi-même, et le malheureux professeur. Le silence retomba, encore plus profond, et je compris que l'histoire de ce soir ne s'effacerait jamais de ma mémoire. Lorsque le tumulte s'apaisa et que la maison retrouva un calme académique, c'est une offense contre la vérité elle-même. Holmes retira un instant sa pipe de ses lèvres et contempla le feu mourant. Dans les ténèbres d'un cabinet d'études, Sir Alastair a cru défier l'avenir. Mais l'avenir, mon cher Watson, ne pardonne pas l'orgueil de ceux qui s'érigent en artisans d'illusions. Il marqua une pause, comme pour laisser peser ses mots dans l'air saturé de fumée. Puis il conclut. Voilà pourquoi je dis que la plume, quand elle ment, est une lame invisible, plus cruelle qu'une dague, car nul n'en mesure d'abord la blessure, et cependant elle ronge jusqu'au fondement de la vérité. Je ne pus m'empêcher, en entendant ces paroles, de plonger à mon tour dans une méditation douloureuse. Tout au long de ma carrière médicale, j'avais vu des hommes succomber à la maladie, à la misère ou aux guerres, mais rarement avais-je contemplé une ruine aussi profonde que celle d'un esprit consumé par l'orgueil. Sir Alastair avait cru se bâtir un piédestal éternel, mais la base en était friable, faite de vanité et de tromperie. Quelle ironie cruelle que la recherche de la gloire aboutisse à l'infamie. Je songeais aux amphithéâtres où son nom avait jadis été prononcé avec admiration. Désormais, il ne serait plus cité qu'avec une pitié teintée de mépris. Cette pensée me rappela combien fragile est la renommée humaine. Les honneurs académiques, les distinctions, les couronnes de la science, tout cela se dissout comme neige au soleil dès qu'un soupçon de fausseté les entache. L'homme peut bien s'enorgueillir de ses succès, mais il suffit d'une vérité mise à nu pour réduire en poussière une vie entière de labeur. En fixant Holmes, toujours impassible dans la lumière vacillante, je sentis grandir en moi une mélancolie sourde. Car si la science exige l'exactitude, la nature humaine, elle, demeure faillible et fragile. La nuit était tombée lorsque nous reprîmes le chemin de Baker Street. Londres, enveloppée de brume, semblait partager le deuil muet de la maison Penworth. Aucun de nous ne parla durant le trajet, comme s'il est de retour dans notre logis. Holmes reprit sa place favorite, tandis que je m'installais en face de lui, encore absorbé par mes réflexions. Le silence s'étira, ponctué seulement par le crépitement du feu. Je levai les yeux vers la fenêtre. Le crépuscule avait cédé place à une nuit profonde, et je songeais que l'affaire du manuscrit, si douloureuse, resterait gravée dans ma mémoire comme une sombre leçon. Holmes, dans un souffle à peine audible, murmura « Le mensonge, Watson, est une ombre qui survit à son auteur. » Ces mots résonnèrent en moi longtemps après que la pipe se fut éteinte et que la maison se fut plongée dans le sommeil. Ainsi s'achevait une énigme où, plus que jamais, la vérité avait révélé sa puissance implacable, laissant à chacun de nous une morale intemporelle. Il me semble encore voir la lueur vacillante de la pipe de Holmes se dissiper dans l'ombre comme un écho des vérités qu'il avait révélées. Certaines affaires, si brillamment résolues soient-elles, laissent derrière elles un parfum d'amertume, une trace indélébile de ce que l'orgueil, le mensonge ou la passion peuvent briser. J'entends encore ce silence pesant, plus éloquent que 1000 aveux. Et vous, pensez-vous que Sir Alastair aurait pu choisir un autre chemin, où le poids de sa propre vanité rendait-il sa chute inévitable? Dites-le-moi en commentaire. Si ce voyage dans les ombres de la vérité vous a touché, je vous invite à aimer cette histoire, à partager vos pensées en commentaire, à en parler autour de vous, et à vous abonner pour d'autres récits où le mystère se mêle à l'âme humaine.